Le sponsoring est-il l'avenir du mécénat? Guillaume Robic, vous êtes consultant, vous avez 10 ans d'expérience dans le mécénat, vous êtes passé par le Louvre, le ministère de la Culture, le Centre Pompidou, la Réunion des musées nationaux et vous signez une tribune au sein du média Les Échos intitulée Culture face au risque d'essoufflement du mécénat, mobilisons le levier du sponsoring. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous. Est-ce que, c'est vrai qu'on en parle depuis 20 ans du mécénat, pourquoi est-ce que vous considérez que ça s'essouffle ? Alors, je ne considère pas forcément que ça s'essouffle directement, puisque en fait, les chiffres montrent que entre 2002 et 2025, le mécénat, en 20 ans, le mécénat a été pratiquement multiplié par 10. Donc, il y a eu un essor véritablement du mécénat. En revanche, ce que je propose de regarder aujourd'hui, c'est qu'il y a un certain nombre de limites et que le mécénat est très tributaire, bien sûr, du résultat des entreprises, mais aussi du contexte fiscal. Le contexte fiscal qui peut évoluer. Et j'ai vu dans mon expérience qu'il y a un certain nombre, en tout cas, d'entreprises qui seraient tout à fait disposées à faire du sponsoring sur des budgets beaucoup plus importants et que la culture pourrait aussi aller exploiter ce levier de croissance. Alors, quelle est la différence, concrètement, entre sponsoring et mécénat ? Elle est toute simple. D'abord, le mécénat, théoriquement, est un don désintéressé. Vous avez qui ouvre droit à une forte réduction d'impôts, 60% à peu près du montant du don, et des contreparties relativement faibles. Mais surtout, philosophiquement, le mécénat ne doit pas, théoriquement, servir une démarche business commerciale de l'entreprise. Alors que le sponsoring, c'est vraiment un deal business commercial qui est assumé. Mécénat, vous parlez normalement avec une personne morale, l'entreprise, pas avec une marque. Dans le sponsoring, vous parlez avec une marque. Vous avez véritablement une stratégie de marque mise en place, avec moins de réduction d'impôts, bien que le sponsoring rentre dans les dépenses publicitaires d'une entreprise, donc fait l'objet de 33-33% de réduction. Donc, ce n'est pas les mêmes avantages. Ce ne sont pas les mêmes avantages et ce ne sont pas du tout non plus les mêmes démarches, parce que dans le mécénat, vous avez une disproportion marquée qui doit être redonnée en contrepartie. La pratique veut que ce soit à peu près 25% de contrepartie qu'on redonne à son mécène. Dans le sponsoring, vous devez redonner 100% de contrepartie à votre mécène. C'est d'ailleurs un vrai échange. On vous donne 100, vous donnez 100. Voilà. D'accord. Donc, et la loi, depuis 2023, il y a la loi Aillagon du coup, qui encadre vraiment le mécénat. Est-ce qu'il y a un équivalent peut-être pour le sponsoring ? Pas du tout. Rien du tout pour l'instant. Pas du tout. Le sponsoring, c'est du deal publicitaire et commercial, en quelque sorte. Donc, en fait, c'est les règles commerciales Donc, classiques. ce sont les règles commerciales classiques. La loi Aillagon, elle est formidable. Elle a été formidable à deux titres. Moi, j'ai vécu sa transformation. J'étais au Louvre en 2002, avant la loi mécénat, la loi musée. On appelait ça la loi musée, donc qui cadrait le mécénat avant. Puis la loi Aillagon. Elle a eu l'énorme mérite qu'on a parlé du mécénat. Beaucoup, énormément. Oui. Et donc, ça a été un booster, un catalyseur, et on a vu les chiffres du mécénat des entreprises et des particuliers exploser en France. Je vous dis, aujourd'hui, le mécénat, c'est 4 milliards d'euros, si vous regardez les chiffres de l'ADMICAL, donc plus d'1 milliard pour la culture. À l'époque, quand je suis au Louvre, c'est quelques centaines de millions d'euros, très différents. Donc d'abord, on en a beaucoup parlé, et ensuite, on a professionnalisé la profession. C'est-à-dire qu'au ministère de la Culture, dans les établissements publics, avoir une équipe mécénat n'était pas réservé au Louvre, à l'Opéra de Paris. Tous les grands musées, les petits musées, les moyens musées, les collectivités territoriales se sont dotés de spécialistes, d'experts sur le mécénat, qui étaient experts également de la loi, du contexte juridique et fiscal dans lequel ils devaient faire évoluer les choses. Ça n'existe pas dans le sponsoring. C'est ce que j'espère. Oui. Les pouvoirs publics mettront peut-être en place pour l'encourager. Parce qu'aujourd'hui, comment est-ce qu'on voit le sponsoring se développer ? Est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui font déjà ça ? Est-ce qu'il y a déjà des chiffres dont on a, mais où on a très peu de choses ? Non, il y a très peu de choses. En fait, il y a des dépenses publicitaires. Les dépenses publicitaires en France, par exemple, c'est des dizaines de milliards d'euros, 40, 50 milliards d'euros, si vous regardez les chiffres. Quand vous comparez, il y a un zéro de plus par rapport au mécénat. Mais je parle de pub, là, pas de sponsoring seulement. Mais il n'y a pas un observatoire du sponsoring à proprement parler, donc c'est un petit peu difficile de donner des chiffres. Je peux vous dire qu'en tout cas, dans la culture, grâce ou à cause de la loi Aillagon, il y a très peu de sponsoring culturel, presque même pas du tout, parce que la loi Aillagon, j'ai cité ses avantages, elle a aussi un inconvénient d'une certaine façon, c'est que c'est une loi de compromis. C'est une loi qui, d'un côté, a un peu siphonné la grande philanthropie à l'américaine, si vous voulez, de gens qui donnent de l'argent de façon très désintéressée. Donc nous n'avons pas cultivé en France une grande génération de philanthropes. On a des grands mécènes, bien entendu, on a des très grandes familles mécènes, mais c'est un peu différent de ce qui se passe dans d'autres pays. Et puis de l'autre côté, comme c'est une loi qui a permis, malgré tout, d'avoir pas mal de contreparties pour les mécènes, ils font moins de sponsoring. Mais bon, après, il y a la limite de
quels sont les usages de ces contreparties par rapport à leurs objectifs. Et en objectif client, faire par exemple encourager toute la politique de loyalty des entreprises, ça n'est pas possible normalement dans le mécénat. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire du sponsoring. Oui, parce que du coup, qu'est-ce qui permettrait d'être un levier de croissance pour le sponsoring et surtout destiné à la culture, du coup, parce que c'est vrai qu'on a parlé de pub en général, mais pour le secteur de la culture. Pour le secteur de la culture, moi j'y vois, il y a deux choses. La première, c'est qu'il faut que les acteurs culturels ouvrent un peu leur chakra. Parce que le monde du sponsoring, moi qui ai travaillé, je vous dis, dans des établissements publics culturels, faire du sponsoring dans le monde de la culture a plutôt tendance à faire hérisser les poils et à être mal vu. Parce qu'on se dit, ça va être une récupération par la marque. Et vous avez tout de suite les caricatures du style, imagine la salle de la Joconde qui devient Coca-Cola. Bon, il y a une grosse limite avec ça. Et la première limite, c'est de faire confiance aux professionnels. La loi Ayagon, la loi mécénat, elle a été mise en œuvre par des équipes professionnelles, de gens qui sont des experts et qui sont très rigoureux. Il faut faire confiance aux équipes. Et je pense que dans le monde du développement, des partenariats, il faudrait faire pareil avec le sponsoring, c'est-à-dire, plutôt que de dire c'est un gros mot, il ne faut pas le faire, aller regarder ce qu'il est possible de faire et faire confiance aux équipes pour, avec une déontologie, avec l'intérêt partagé pour l'entreprise et pour le musée ou l'opéra, savoir où sont les limites et où sont surtout les accords gagnant-gagnant, parce qu'une entreprise, elle n'aurait aucun intérêt à trop s'afficher. Mais limite, du coup, au sponsoring, ça permettrait d'avoir presque plus de transparence, parce que c'est vrai qu'on connaît derrière le mécénat, on a parlé de greenwashing, etc. Il y a tous ces termes-là qui se sont développés. Est-ce que le sponsoring, ça permet limite d'être vraiment très clair sur les enjeux de chacun et que ce soit visible par tous? C'est une démarche assumée d'un retour direct sur investissement. Mais c'est extrêmement clair, comme vous le dites. Au moins le cadre dans lequel vous évoluez n'a pas de limite juridique et fiscale, contrairement au mécénat où vous avez une règle extrêmement stricte théoriquement à respecter. Ça laisse plus de possibilités pour inventer des nouveaux schémas et notamment, et ça c'est un point important, pour faire venir des nouveaux publics. Quand vous payez une campagne de communication, que vous êtes un musée, vous passez par des vecteurs de communication qui sont, mais assez classiques. De temps en temps, vous réussissez à les renouveler, mais bon. Quand vous faites du sponsoring, l'entreprise qui va vous sponsoriser, elle va parler à ses clients à travers des mécanismes marketing, CRM, ce que vous voulez, qu'elle a mis en place pour toucher ses clients, pour fidéliser ses clients. C'est valable pour toutes les entreprises, le monde du luxe, l'industrie, les services. Et quand vous, avec votre projet culturel, vous rentrez dans ces canaux de communication qui ont été mis en place par l'entreprise, et le client, il est habitué à ce qu'on lui parle d'un service de l'entreprise, de loyalty, et vous arrivez avec un contenu culturel, ça fait que vous arrivez à un endroit où on ne vous attend pas. Et d'un point de vue communication, souvent, c'est très win-win. Moralité, moi j'ai vu, quand j'étais par exemple au Centre des Monuments Nationaux, j'ai vu une exposition sponsorisée par un grand établissement bancaire qui, parce qu'il avait fait une communication, on a eu 5 fois plus de visiteurs que le nombre qu'on espérait obtenir de visiteurs, uniquement grâce au fait que le sponsor avait décidé de faire une communication très fournie pour ce projet. Ce que j'allais dire, sans forcément donner de nom, est-ce que vous avez des exemples de manière, un exemple lié à la culture, d'une sponsorisation qui a bien fonctionné, et aussi en termes visuels, qu'est-ce que ça a donné? Alors, en termes visuels, c'est toujours la même chose. Quand je vous dis loi Ayagon, loi de compromis, c'est un logo sur une affiche. Bon, après, un sponsor peut prendre un petit peu plus de place et assumer davantage le projet. Celui dont je vous parlais, qui est une exposition qui a eu lieu en 2004, grâce à cette grande banque, on attendait 15 000, max 20 000 visiteurs de fréquentation. Il y en a eu plus de 75 à 80 000. Uniquement du fait de cette campagne de communication, parce que l'établissement public n'avait pas €1 à mettre supplémentaire sur la campagne de com prévue pour cette expo. Et là, plus récemment, dans mon nouveau métier de consultant, je travaille pour des entreprises qui ont une grande pratique du sponsoring sportif, avec véritablement des échanges très forts avec justement les clients de ces entreprises, et qui les font venir, qui les incitent à adhérer à ce projet ou à venir découvrir. Et je vois que les effets marchent extrêmement bien. Donc, modestement, mais malgré tout de façon assez déterminée, je trouve que c'est un levier de croissance à la fois financier, parce que les sommes sont beaucoup plus importantes dans le monde sponsoring que dans le monde mécénat, d'une part, mais d'autre part, pour que les établissements publics et la culture aillent au bout de sa mission d'aller chercher de nouveaux publics et fassent découvrir leur contenu et leur programme à des nouveaux publics, là, il y a un vrai levier de croissance également à adopter avec le sponsoring.
Modèle à creuser. Donc, merci Voilà. beaucoup, Guillaume Robic. Vous êtes donc consultant et ancien responsable du mécénat dans de nombreuses institutions. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et merci à vous tous et tous. C'était Arrêt Marché.